Il n'est pas forcément évident d'unir film de super-héros et film d'horreur. Fatalement, les émotions véhiculées par une œuvre changent selon son genre, ce qu'elle a envie de raconter et comment elle souhaite le raconter. Non pas que ce soit impossible de les mélanger, bien au contraire, les comics, mangas et autres bandes dessinées nous ont maintes fois prouvé que c'était tout à fait possible. Au cinéma, les exemples sont plus rares mais existent malgré tout. Souvent, ce mélange nous a donné des anti-héros torturés, aux univers plus sombres, aux pouvoirs offerts par des entités maléfiques, aux ennemis monstrueux ou démoniaques, etc. La plupart de ces essais échouent à proposer une partie horrifique potable, souvent parce qu'ils ont le cul entre deux chaises. Ils essayent de plaire à un public le plus large possible, essayant d'exploiter son amour de l'action ou du super-héros, et donc diminuent souvent grandement les images effrayantes, le gore ou les scènes moralement douteuses. Nous avons eu droit à de faux anti-héros, des personnages faussement torturés, et ceux qui étaient présentés comme torturés ou agissant comme de vrais méchants ne l'étaient pas forcément en définitive. Nous avons ces films qui échouent à poser une ambiance effrayante, pesante, ensevelie sous de l'humour et du fun cheapos et bas de gamme, ou une avalanche d'images de synthèse plus fausses les unes que les autres et qui empêchent la moindre immersion. Ou ceux encore qui n'arrivent pas à proposer le moindre enjeu, ou qui sont presque dénués d'intention artistique, croyant probablement que l'horreur, c'est 2 gouttes de sang et un jumpscare raté de temps en temps. Et c'est bien dommage, car quand ces films réussissaient un tant soit peu à poser une ambiance horrifique, cela donnait un mélange détonnant aux héros bien souvent, étrangement, plus humains encore que ceux des films de super-héros plus traditionnels, trop parfaits, trop faux, trop hollywoodiens. Les envies de vengeance de Peyton Westlake ou de Eric Draven ne sont-elles pas touchantes, émouvantes, humaines, et ce malgré l'extrême violence des films qui les mettent en scène? Leurs défauts ne les rendent-ils pas plus intéressants à suivre? Ne rendent-ils pas leur parcours plus intrigant que les multiples qualités des Avengers ainsi que leurs défauts factices qui existent uniquement pour leur donner un semblant de personnalité? N'est-ce pas pour ces quelques raisons que Batman est l'un des super-héros préférés des gens? Parce que même s'il a rarement évolué dans des œuvres vraiment horrifiques, encore que, ça a parfois été le cas, son univers a bien souvent été plus sombre, ses ennemis plus effrayants, que ce soit à travers le réalisme de certaines de leurs versions, que de par leur histoire ou leurs apparences. Certains sont même des références, des clins d'œil à des symboles horrifiques très connus et répandus dans la littérature, le cinéma ou tout simplement les légendes urbaines. Mais même s'il y a eu quelques réussites dans le domaine, nous attendons encore peut-être le vrai film d'horreur super-héroïque qui fera vraiment peur, au-delà de la tension instaurée par les exemples que j'ai choisis, qui, s'ils sont réellement sombres, sont tout de même rarement angoissant. Cependant, depuis 2 ans, nous attendons la sortie d'une œuvre présentée comme un réel film de super-héros horrifique. Ou plutôt comme un film apparenté à une saga de super-héros, mais qui serait horrifique. Un film qui nous aura fait attendre 2 ans et qui nous avait proposé des bandes annonces promettant une réelle ambiance de film d'horreur. Bon, certes, de l'horreur de grands studios à base de jumpscares, mais au sein d'un univers qui avait vraiment l'air plus sombre que d'ordinaire. Et ça, ça fait toujours plaisir, c'est plutôt intéressant. Et ce film, vous le savez, vous l'avez deviné, vous avez lu le titre ou l'une des 30 milliards de reviews qui vont sortir avant cette vidéo sur le YouTube français, c'est bien X-Men The New Mutants adapté du comics du même nom. Et nous allons déterminer ensemble si ce X-Men The New Mutants est le film de super-héros horrifique que j'attendais tel l'élu. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Fin 2014, le réalisateur Josh Boone et son pote Kenneth Lee se mettent à travailler sur une adaptation des comics New Mutants de Chris Claremont pour le cinéma. Ils sont fans de ce spin-off plus sombre des aventures des célèbres X-Men et pensent que cela pourrait faire un matériau parfait pour un bon film. Et ils ne seront pas les seuls à le penser d'ailleurs, vu que l'un des producteurs travaillant pour la Fox et ayant bossé sur les films X-Men, Simon Kinberg, appréciera grandement leur taf et lancera la machine. Dès mi-2015, Josh Boone est annoncé par la Fox comme le réalisateur de New Mutants, dont la production commence tout de suite. En 2016, 2 nouveaux scénaristes et collaborateurs habituels de Josh Boone, Scott Neustadter et Michael H. Weber, s'ajoutent à l'équipe et remanient le script que Kenneth Lee et Josh Boone n'ont alors pas le temps de travailler suffisamment. Et alors que le tournage commence en 2017, nous avons les premières bandes annonces la même année et qui semblent mettre en avant une sorte de film d'horreur pour ados, ce qui sera plus ou moins confirmé par Josh Boone. Nous faisons un pur film d'horreur au sein de l'univers X-Men, sans costume, sans super vilain. Nous essayons de faire quelque chose de très différent et c'est également la volonté de la Fox.
Seulement voilà, le film devait initialement sortir le 13 avril 2018, mais cette sortie sera tout d'abord repoussée au 22 février 2019, officiellement pour ne pas gêner la promo de Deadpool 2, officieusement parce que la Fox n'appréciait pas forcément la version du film proposée par Josh Boone et souhaitait effectuer des reshoots, ainsi qu'un remaniement du montage. Il prétendait vouloir rendre le film plus effrayant, alors que Josh Boone dira de son côté qu'en fait, il souhaitait un ton plus proche de celui de la franchise originelle, donc au contraire moins effrayant. Ils étaient en fait partagés entre l'idée de réaliser un film dans la lignée de ceux de la franchise X-Men et celle de profiter du succès des ça. Et on revient donc à ce que je disais en introduction avec le cul entre deux chaises, tout ça. Le pire était donc qu'ils passaient d'une idée à une autre, changeaient d'avis sans arrêt et demandaient des remaniements en fonction de leur nouvelle humeur, aux grandes dames de Josh Boone. Alors qu'on approche de la date de sortie, un nouveau report est annoncé pour des raisons similaires. Cette fois, c'est à X-Men Dark Phoenix qu'il faut faire de la place et New Mutants est donc reporté au 2 août 2019. Puis, il y a le fameux rachat de la Fox par Disney qui chamboule forcément les sorties des films prévus originellement par la Fox et X-Men New Mutants est à nouveau reporté au 3 avril 2020. Mais cette fois, Disney propose à Josh Boone de revenir au montage du film pour pouvoir proposer sa version d'origine, ce qu'il fera et soutiendra en public. Et là, malheureusement, le monde entier fut touché par une certaine crise que vous connaissez tous et qui causa bien sûr un énième report de la part de ce film maudit. Cette fois pour le 26 août 2020 chez nous et le 28 chez les Américains. Et cette fois, la sortie fut maintenue. Et oh miracle, le film est réellement disponible en salle. J'ai pu le voir. Je vous fais une vidéo dessus. Incroyable. Parce que franchement, nous étions nombreux à avoir abandonné l'idée de voir un jour ce film en salle, voire de voir ce film tout court. New Mutants nous raconte donc l'histoire de Dani, une native américaine dont le père ainsi que tous les autres habitants de la réserve dans laquelle elle habitait meurent dans des circonstances obscures. Elle se réveille ensuite dans un étrange centre entre l'hôpital et la prison où elle est détenue avec 4 autres adolescents par une femme qui dit vouloir les aider, car en réalité, ces 5 jeunes sont des mutants au pouvoir potentiellement dangereux. Le rôle de cette femme est de déterminer la nature de leur pouvoir et de les aider à les contrôler afin, selon ses dires, qu'ils soient prêts à rejoindre l'académie de mutants détenu par son mystérieux employeur. Dani devra donc apprendre à vivre avec la mort de ses proches et cette nouvelle famille de substitution constituée uniquement de jeunes qui, comme elle, ont connu des heures sombres et sont plus ou moins abandonnés de toute famille. Cela nous donne un film qui se déroule quasiment entièrement dans ce pensionnat hôpital-prison qui est en fait presque un huis clos. D'ailleurs, Boone dira lui-même qu'il aura essayé de faire un film dans la lignée de Shining, rien que ça. Et tentons d'analyser ensemble cette œuvre qui aura su se faire attendre, le tout avec le moins de spoilers possible, rassurez-vous, car pour une fois, je n'aurai que très peu besoin d'évoquer l'histoire. Elle est pas belle la vie? Bon, il y aura quand même un gros spoiler directement, le film est plus proche des ça, par exemple, que des Shining. Malgré le presque huis clos auquel on aura droit, jamais l'ambiance ne deviendra suffocante comme celle du film de Kubrick. À la place, nous aurons droit à des tas de créatures en images de synthèse presque cartoonesques, à l'image de certaines transformations de ce cher Pennywise lors de ses dernières aventures. Et pour être tout à fait honnête, les quelques images auxquelles nous aurons droit ici seront d'assez piètre qualité. De plus, les pouvoirs de l'un des personnages sont très similaires à ceux de Pennywise et exploitent les peurs des autres protagonistes, voire leurs cauchemar, ce qui en fait un autre enfant illégitime de notre ami Freddy. Car oui, le film tente de nous proposer tant bien que mal une imagerie horrifique, mais honnêtement, rien de bien original là-dedans, même si ça m'a amusé de repérer quelques clins d'œil faits à des figures connues, comme celle du Slenderman par exemple, qui est une nouvelle fois copiée l'espace de quelques scènes. Comme je vous l'ai dit, ces créatures ne seront jamais très crédibles, à chaque fois réalisées en images de synthèse dépassées et qui paraissent presque sorties d'un jeu vidéo. Cela ne sera jamais effrayant, et ce malgré quelques rares et pauvres tentatives du film. Son esthétique générale et certaines de ses situations sont certes bien plus sombres que celles des X-Men ordinaires, mais cela s'arrête là. Il n'y a même pas de véritable jumpscare à se mettre sous la dent. Bon, parmi certains codes ou clichés horrifiques repris par ces nouveaux mutants, nous en avons quand même certains qui sont vaguement intéressants, comme celui d'un révérend fantôme par exemple, mais ils sont tellement sous-utilisés qu'il est difficile de vraiment les mettre davantage en avant sans faire preuve de mauvaise foi. La partie horrifique est donc finalement quasiment inexistante, ou, pour être plus précis, le film ne fait jamais vraiment peur, même pas un tout petit peu. Mais bon, il est vrai qu'il nous présente un bestiaire un petit peu plus obscur, plus proche de celui d'un film d'horreur que les autres films de la franchise, incontestablement. Mais cela reste un point décevant de ces nouveaux mutants, une promesse qui n'est pas tenue à mon grand désarroi. Ça ne veut pas dire que le film n'est pas intéressant, et il a même pas mal de choses à raconter. Tout d'abord, c'est très clairement un film sur le passage à l'âge adulte, et il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour le comprendre. Nous avons 5 profils d'adolescents tourmentés qui, d'une façon ou d'une autre, redoutent de grandir. Nous avons la jeune rebelle qui a un problème avec l'autorité, mais qui sous ses airs de dur à cuire, rêve d'autre monde et a besoin de sa peluche pour se rassurer, la grande gueule qui joue les beaux gosses mais qui a peur de passer à l'acte avec les filles, le garçon manqué qui n'ose pas assumer son attirance pour les filles à cause de son
éducation religieuse, le jeune homme effrayé par le monde qui l'entoure et par ses opportunités d'avenir, et enfin, la jeune fille qui doit faire face à ses peurs enfantines. Et globalement, ce dernier thème sera progressivement partagé par tous les autres jeunes, et tous les 5 devront affronter leurs peurs d'enfant pour enfin tourner le dos à leur enfance et passer à l'âge adulte une bonne fois pour toutes, abandonnant pour l'occasion leurs doudous, talismans et autres objets destinés jusqu'ici à les rassurer. De plus, leur objectif est de réussir à quitter ce pensionnat et cette étrange infirmière qui font presque office de substitut à la demeure familiale et aux parents pour enfin prendre leur indépendance et sortir, voler de leurs propres ailes en quittant la maison pour gagner le monde extérieur. Ce sont bien évidemment des métaphores, des interprétations de leur pouvoir, de la façon de les gérer, de leurs traits de caractère respectifs et de leur évolution. Il y a le plan de la sexualité qui est abordé, parfois directement, parfois sous forme de métaphores peu subtiles. Nous avons ces jeunes gens qui apprennent à connaître leur corps, qui découvrent leurs attirances, leur orientation sexuelle, qui sont à la fois effrayés et désireux d'en apprendre plus. Ils fantasment comme les ados qu'ils sont sur l'acte, avec leurs petites séances d'action ou vérité, durant lesquelles ils mentent sur leurs expériences passées, comme tellement de véritables jeunes l'ont fait avant eux. Et rappelons que les analogies implicites ont toujours été parmi les plus grandes qualités des comics et adaptations de X-Men, dont les mutants ne sont eux-mêmes qu'une métaphore de toutes les communautés stigmatisées, les étrangers, les homosexuels, etc. Oui, les mutants représentent bien la différence et leurs histoires racontent les traitements qui ont et sont encore infligés à ceux que la population ne comprend pas, rejette par peur de cette fameuse différence. Et le fait que dans l'intrigue la mutation soit en plus considérée comme une évolution de la race humaine rajoute peut-être encore plus de profondeur à ce propos. Enfin ça, c'est mon avis, toujours est-il qu'il n'est donc pas vraiment étonnant que des questions comme l'orientation sexuelle soient abordées dans une adaptation X-Men, et ce n'est ni la première ni la dernière fois que ce sera le cas dans cet univers. Et c'est pareil pour le passage à l'adolescence, vu que dans la plupart des cas, les mutants prennent connaissance de leur pouvoir qu'en grandissant. On est dans la métaphore très claire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, et sinon, pour le reste, j'ai été globalement déçu par l'utilisation faite des personnages que je trouvais au départ intéressants. Malgré quelques traits prometteurs, il ne reste finalement que des archétypes et suivent une évolution des plus clichés. Pourtant, le choix des mutants et de leur pouvoir était également plutôt bon. Si jamais ça vous évoque quelque chose, les nouveaux mutants choisis sont Psyché, Rocket, Felina, Solar et Magic. Et à part pour Solar, et dans une moindre mesure Felina, nous avons des pouvoirs assez originaux avec ses protagonistes. Il y avait quelque chose de mieux à en faire selon moi. Cependant, ils restent tous assez humains et attachants, ce qui est, pour moi, un bon point. Enfin bon, comme tout le monde sûrement, ma préférée est sans nul doute Illyana Rasputin, qui est en fait la sœur de Colossus dans le lore des X-Men. Vous ne le saviez pas, avouez. C'est ma préférée parce qu'elle a une personnalité sympa, même si cliché, je suis d'accord, et qu'elle est plutôt badass. Bon, par contre, ses pouvoirs sont assez durs à cerner. C'est une certitude. Elle est interprétée par une Anya Taylor-Joy décidément absolument géniale, qui pour moi survole complètement le reste de la distribution et s'accapare le regard des caméras. D'ailleurs, la distribution est intéressante, même si elle fait vraiment choix destiné très clairement à un public adolescent, avec des stars de séries télé à la mode, comme Arya Stark de Game of Thrones, Jonathan Byers de Stranger Things, Brad de 13 Reasons Why, ou encore Inadu de The Originals. En même temps, vu le propos du film, il est assez logique d'avoir choisi un casting de ce type, même si on aurait aimé éviter de donner le rôle de Felina à Maisie Williams, car ça fait un clin d'œil un petit peu trop appuyé à son rôle dans Game of Thrones, et ce, tout le long du film. Mais bon, globalement, c'est pas trop mal joué, du moins, c'est en accord avec ce que nous étions en droit d'attendre en termes de jeu. Par contre, niveau mise en scène, nous n'avons pas forcément été gâtés. C'est très plan-plan, si j'ose dire, le réalisateur ne s'est pas offert beaucoup de beaux mouvements de caméra, et ça finit par manquer d'ingéniosité, de cran, d'audace même. Il y a très peu de scènes d'action, et elles sont un petit peu mal filmées. Déjà, comme pour les autres films de ce type, les ennemis en images de synthèse se ressentent et ils ne sont pas bien mis en valeur par les différents cadres et plans choisis. Les rares combats semblent dès lors manquer d'énergie, on voit très peu d'échanges de coups, ce qui amoindrit à la fois la tension et les enjeux, ainsi que le côté épique, notamment durant un combat final qui n'aura pas la moindre conséquence négative, autant le dire de suite, puisque de toute façon ça se voit venir à 10 km. Le souci est que tout cela manque d'ampleur, voire d'ambition, et en tant que spectateur, on ne se sent jamais vraiment impliqué dans les péripéties que connaissent les protagonistes. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. C'est comme pour le pseudo-mystère qui plane sur l'hôpital. Dès les premières minutes, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette infirmière et ce pensionnat aux motivations troubles et aux allures de prison. Et ce ne sont pas les fausses pistes que le film va vous marteler qui vous perdront, bien au contraire. Elles ne feront qu'appuyer vos doutes et vous aiguiller dans la bonne direction. Et c'est globalement pareil pour toutes les inconnues que le film tente d'instaurer et qui sont censées servir de pseudo-twist qui ne fonctionnent pas puisque le spectateur aura très vite tout compris.
Sinon, à part pour les images de synthèse fun mais beaucoup trop fausses et cartoonesques pour convaincre, nous avons droit à une photographie de plutôt bonne qualité qui met bien en valeur des décors assez intéressants. Et encore heureux puisqu'il s'agit d'un quasi huis clos que les décors soient bien utilisés. Même si ce pensionnat n'atteint pas le quart de la classe ou de l'inquiétude dégagée par l'overlook de Shining, c'est bien évidemment un lieu intéressant pour tenir l'intrigue d'un film. Et niveau musique, nous avons droit à quelque chose de très correct mais de tout aussi oubliable comme souvent dans les productions super-héroïques. Des thèmes qui accompagnent plutôt bien les images mais qui n'ont rien d'extraordinaire en soi. Enfin bon, il va être temps de conclure et de clarifier, si vraiment besoin est, ma position sur ce film, ainsi que sur la question: est-ce réellement le film d'horreur de super-héros que j'attendais depuis si longtemps? Pour être honnête, ce New Mutants est bourré de défauts, souvent caractéristiques de ce genre de production, et ce n'est pas l'objet qui avait été vendu à l'origine, à savoir un authentique film d'horreur. On en est même très loin, même si nous sommes bien en présence d'une maison hantée et qu'il y a une ou deux créatures qui auraient vaguement pu sortir d'un film d'horreur. Mais la mise en scène ne met jamais assez l'horreur en valeur, à tel point que le spectateur n'aura jamais peur, ne sera jamais dérangé. Au mieux, il trouvera peut-être les créatures cool, comme peut l'être un Freddy Krueger par exemple, toute proportion gardée. On a l'impression que le réalisateur a vraiment voulu livrer un film d'horreur, mais qu'il ne savait pas très bien comment s'y prendre. Car non, les qualités du film ne sont pas dans ses séquences horrifiques du coup, mais plutôt dans ses protagonistes et ce qu'ils représentent. Nous suivrons leur parcours sans grande surprise, mais avec un certain intérêt, et leur évolution métaphorique, si vous voyez ce que je veux dire, donc leur envol, leur passage à l'âge adulte complètement imagé. Pour le reste, nous n'avons rien d'extraordinaire, mais j'ai tout de même passé un bon moment devant ce petit New Mutants, somme toute fun. Simplement, j'ai l'impression que Boone et son équipe sont vraiment passés à côté de quelque chose de beaucoup plus intéressant quand je repense aux premières bandes annonces qui étaient proposées et qui m'avaient vraiment fait envie, en tant que fan des X-Men et surtout fan d'horreur. C'est donc une déception, mais une déception mesurée. Et débrouillez-vous avec ça. Je pense qu'il aurait vraiment fallu la mort d'un personnage pour rendre le tout plus crédible, pour augmenter l'impact de ce final sur le spectateur. À vous de voir ce que vous en penserez. Ce n'est donc toujours pas le film de super-héros horrifique de mes rêves. On est toujours très loin d'un Darkman ou d'un The Crow, mais dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette critique, et nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.